Voilà, merci Clémence pour ton invitation. Joël Luzan m'a volé les mots de la bouche. C'est vrai que tu es un peu notre petit rayon de soleil. À tous, merci pour toutes tes petites attentions. Donc sans transition, je vais vous parler de la place de la radiofréquence à aiguille dans la réjuvénation de la région périorbitaire. Les patients, une fois qu'on les a opérés, en général, quand ils n'ont pas de dégénérescence maculaire liée à l'âge ou quand le traitement a été suffisamment efficace, ils vous disent, voilà docteur, je n'ai plus de lunettes, mais maintenant on voit mes rides. Souvent ils sont persuadés qu'ils n'en avaient pas avant. Donc la demande de traitement esthétique au niveau de la région périorbitaire est très fréquente et de plus en plus fréquente, parce que le regard est considéré comme le miroir de l'âme. Et souvent, dans cette région, le reflet que donnent les signes de vieillissement sont souvent considérés à tort comme des signes de fatigue ou comme un caractère sévère. Souvent, les patients viennent nous voir et ils nous disent « j'ai l'air fatigué ». Les patients, mon entourage me dit « j'ai l'air fatigué, mais je ne suis pas du tout fatigué. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Donc, une belle apparence exercera une influence positive sur l'état de santé via la confiance en soi. Donc, c'est pas quelque chose de superflu de s'occuper de leur image. Et réciproquement, un bon état de santé général aura des répercussions sur le teint, sur les cernes, les poches. Donc, il faut prendre en charge conjointement le traitement local et une bonne hygiène de vie. La demande de traitement concerne dans cette région essentiellement les rides périorbitaires. Dans cette indication, évidemment, c'est la toxine botulique qui a la meilleure indication, mais la radiofréquence vient en complément. Et le traitement par radiofréquence, les indications concernent aussi les poches malaires, les cernes ou l'accumulation de peau. Ça ne veut plus marcher. Je vais faire par ici. Voilà. Donc la radiofréquence à aiguille, c'est un nouveau traitement dans cette région. On utilise la radiofréquence à aiguille pour retendre l'ovale du visage, pour traiter le surplus de peau au niveau du ventre, des cuisses, etc. Mais au niveau de la région périorbitaire, c'est une nouvelle indication. C'est un traitement qui permet d'agir en profondeur en épargnant l'épiderme. Donc ça a un avantage, ça a moins de suites post-thérapeutiques. La réussite au niveau de cette région, du traitement au niveau de cette région repose évidemment sur la combinaison délicate et entretenue régulièrement des différentes techniques de régénération dans cette région, la toxine, le laser, l'acide hyaluronique, les injecteurs collagéniques, les LED, etc. Donc la radiofréquence, c'est quoi? La radiofréquence est une onde électromagnétique et son but, c'est d'augmenter la température en profondeur. Il existe plusieurs dispositifs de radiofréquence. Il existe les radiofréquences externes qui vont agir plus en surface et les radiofréquences intradermiques qui permettent un échauffement plus brutal et surtout plus en profondeur, là où la cible est à atteindre, le collagène et l'élastine. Donc, quand la radiofréquence rencontre l'impédance de la peau, il y a une augmentation de chaleur qui est générée par une réaction électrothermique. Donc, le but, c'est d'augmenter la température localement pour atteindre une température autour de 65 degrés pour réaliser une nécrose de coagulation dans le derme profond qui permet d'entraîner une contraction des fibres de collagène dans le derme profond, moyen et superficiel avec un traitement tridimensionnel en faisant rentrer les aiguilles de la radiofréquence à différentes profondeurs. Donc l'épiderme est préservé, comme je vous l'ai déjà dit. Avec un contrôle de l'impédance en temps réel, on permet de contrôler la quantité d'énergie délivrée et donc on ne va pas dépasser un certain niveau de température. Et plus le temps du pulse est long et plus la zone de coagulation sera étendue. Donc ce qu'on recherche, c'est une réduction des rides, on recherche un effet tenseur par une rétraction des fibres de collagène, on recherche une amélioration de l'élasticité de la peau par une néocollagénèse et une synthèse de fibres d'élastine. On stimule aussi la microcirculation locale en favorisant les échanges nutritifs des cellules cutanées et on commence à voir une action au niveau de la destruction des cellules graisseuses en agissant encore plus en profondeur. Les indications, donc, comme je vous l'ai dit, dans cette région, c'est les rides, la perte d'élasticité, l'hyperpigmentation et les poches malaires, soit seules, soit en association avec des techniques de peeling ou d'injection de hyaluronidase. Les autres indications, c'est les autres régions du corps, l'ovale du visage, le ventre, l'acné, qu'elle soit au stade cicatriciel ou inflammatoire. Ça traite même l'hyperhidrose axillaire,
Il y a des études qui montrent que ça agit sur la cellulite même fibreuse quand on va plus en profondeur. Ça agit dans le postpartum pour traiter l'excès de peau au niveau du ventre. Ça traite un peu les vergetures, en tout cas, ça les éclaircit. Et il y a même une indication en gynécologie sur le traitement d'intime. Quelles sont les contre-indications de la radiofréquence? La radiofréquence est contre-indiquée en cas de pacemaker ou d'autres appareils électroniques implantés. Donc il faut faire attention, il faut bien interroger les patients avant. Évidemment, c'est contre-indiqué en cas de grossesse. Il faudra faire assez attention, contre-indiquer le sauna hammam et les gommages 72 heures avant la séance. On oublie souvent de poser la question, mais les réactions inflammatoires sont plus importantes. Pareil, pas de peeling. Il faut rechercher une injection récente de toxines ou d'acide hyaluronique. Il faudra respecter un délai minimum de 15 jours entre une séance de radiofréquence et une séance d'injection de toxines ou d'acide hyaluronique. Il faudra aussi poser la question d'application d'huiles essentielles. De plus en plus de crèmes sont à base d'huiles essentielles. Ça augmente les réactions inflammatoires, donc il faut les arrêter au moins 15 jours avant. Évidemment, il faut faire attention aux allergies, aux anesthésiants topiques. S'il y a de l'herpès, il faut entourer les séances de radiofréquence par un traitement anti-herpétique et attention chez les patients qui peuvent avoir des troubles de la cicatrisation. Donc, il existe différents tips pour toutes ces indications. Si on traite un corps, on ne va pas utiliser la même pièce à main que si on traite une région périorbitaire. Donc, il y a un tips spécial pour cette région périorbitaire. C'est des tips qui sont à usage unique et qui sont stériles. Donc, je vais vous présenter la séance au travers d'un cas clinique. Donc, on a cette patiente qui se plaignait d'un fripé d'apeau autour en paupière inférieure. Donc, avant la séance, il faut évidemment démaquiller, nettoyer la zone, appliquer un anesthésiant. Et ça, c'est un peu le fer de lance, cette anesthésie, parce que la séance est douloureuse. On fait rentrer des aiguilles à l'intérieur de la peau et on applique un courant qui va augmenter la température. Donc, forcément, c'est douloureux. Et l'anesthésie est vraiment à prendre en compte avant la séance. On va retirer après l'anesthésiant avec de la colle à 70 degrés. Et on essaye de désinfecter régulièrement la zone de traitement, mais il faut toujours que cette zone soit sèche pour éviter de léser les aiguilles, parce que si on fait rentrer en contact les aiguilles avec l'alcool, on dénature la surface de l'aiguille et on a moins de contrôle sur la température. Donc en région périorbitaire, en général, on va faire 2 passages. Donc on va faire passer le TIPS sur toute la zone et on va refaire un deuxième passage. En général, on travaille à 1,8 mm de profondeur et on fait un deuxième passage à 1,6 mm pour avoir un traitement bidimensionnel et agir à différentes profondeurs de la peau. Quand on a des poches graisseuses, on peut aller plus en profondeur en espérant une petite rétraction des poches graisseuses. On superpose en général les tirs de 50 à 70% et les paramètres évidemment sont adaptés en fonction du phototype, de la zone à traiter et de la qualité de la peau. On prévoit en général 2 à 3 séances, à 3 à 4. Aujourd'hui, j'augmente aussi. Je suis comme une rétinologue. Je travaille à augmenter les intervalles entre chaque traitement et je passe en général à 6 semaines. Et souvent, je complète le traitement par c'est même plus souvent, maintenant, systématiquement, j'associe un laser CO2 en surface pour améliorer la qualité de la peau. Évidemment, on peut l'associer à une injection d'un inducteur collagénique 15 jours avant la séance. Donc, la gestion de l'anesthésie est importante parce que souvent, l'application d'anesthésie en topique, donc d'EMLA, plusieurs fois en couche épaisse, à commencer 2 heures avant la séance, c'est pas suffisant. Je rajoute en général une crème anesthésiante un peu plus forte que je commande en Allemagne qui s'appelle Receptura. Et même là, avec le Receptura, qui est quand même une crème très puissante, ça ne suffit pas. Donc souvent, je vais réaliser une hydrodissection avec un mélange de xylocaïne et de sérum physiologique sur toute la zone à traiter pour vraiment améliorer l'anesthésie. Parce que rentrer les aiguilles et avoir un petit sursaut à chaque impact de la patiente, ce n'est pas un traitement qui est agréable à réaliser. Donc ici, une petite vidéo pour vous présenter le traitement. Donc on a ce TIPS.
on appuie, on déclenche la pénétration des aiguilles dans la peau à l'aide d'un bouton et on va cercler toute la zone. On a un effet tenseur, donc on dépasse la zone de la paupière pour un petit effet liftant et on va traiter l'ensemble de la paupière. Vous voyez que l'anesthésie marche plutôt bien et maintenant je complète systématiquement mon traitement par un laser CO2. Donc ce que vous venez de voir, c'est le laser CO2. Donc les suites opératoires, évidemment, sont variables en fonction des paramètres qu'on utilise, en fonction de si on rajoute un laser CO2 ou pas. Donc là, c'est gonflé, mais moi, je trouve ça gonflé de manière raisonnable. Et c'est un peu gonflé. De toute façon, je dis toujours à mes patients, un traitement qui ne donne pas de suite n'est pas un traitement... Enfin, c'est un traitement qui ne sert à rien, en fait. Hein. Donc, voilà. C'est ce qu'on veut, c'est le traitement veut créer de l'inflammation. Donc, je dirais même plus, c'est qu'en post-thérapeutique, il ne faut pas essayer de diminuer l'inflammation, parce que sinon, on va diminuer l'effet de son traitement. Donc, on va avoir un œdème. Cet œdème, il apparaît dès la suite du traitement. Il est souvent plus important le lendemain et souvent encore plus important à 48 heures. Et puis après, progressivement, il va régresser. Donc, ça fait 3 jours d'œdème. On a un petit piqueté blanc qui peut rester. On a les petites zones d'impact au laser CO2. Le laser CO2, je l'utilise à des paramètres très faibles. C'est vraiment pour améliorer la surface de la peau. Donc des fois, je fais un traitement en laser CO2 pour traiter aussi l'accumulation de peau. Avant d'avoir la radiofréquence, je faisais du laser CO2. Et là, j'utilisais des paramètres beaucoup plus forts. Donc les suites liées au laser CO2 sont vraiment assez fortes. Plus d'œdème, plus de croûte, plus de sointement. Quand j'associe le laser CO2 à la radiofréquence, je fais vraiment un traitement avec des paramètres pas très forts, juste pour améliorer la qualité de la peau. Et en général, il y a peu de suites liées au laser CO2. Donc le traitement, on ne fait rien pendant les 48 heures qui suivent la séance, à part appliquer une petite lotion d'érifluide pour éviter les poussées d'acné après les séances. On ne fait rien pendant les 48 premières heures pour éviter de faire rentrer un principe actif à l'intérieur de la peau. On a quand même créé des petits trous au passage des aiguilles. On ne veut pas que les produits cicatrisants sont des topiques qui doivent agir en surface au niveau de l'épiderme. On ne veut pas qu'ils rentrent à l'intérieur de la peau. Donc on attend 48 heures que ces petites lésions cicatrisent et après on applique la crème cicatrisante. Et on va éviter de s'exposer au soleil les 48 premières heures. Et au bout de 48 heures, on met une crème écran totale. Donc ça, c'est les suites à J1. Donc on est gonflé, hein, c'est sûr. Les suites à J2, on est un peu plus gonflé. Et puis à J3, franchement, il ne reste pas beaucoup de suites. Hein. Ça va, c'est pas énorme. Ouais, c'est mieux. Bon, il y a aussi un effet œdémateux, hein, c'est-à-dire que l'œdème va aussi retendre. Hein. C'est un peu l'effet ballon de baudruche. Et donc voilà, ça c'est les suites à J8. Et vous voyez qu'en bas à gauche, j'ai des suites à 1 mois après une deuxième séance, puisque j'ai refait une deuxième séance. Et on voit que la peau est très améliorée. On n'a plus tout ce petit fripé. Et donc juste avec 2 séances à 1 mois, on voit des améliorations. Alors évidemment, cette patiente, elle fait du Botox. On a en plus fait un petit point de Botox au niveau de l'orbiculaire inférieur pour améliorer l'aspect aussi dans cette région-là. Donc en conclusion, la radiofréquence est un traitement de choix pour la régénération de la région pérorbitaire. Il y a des études qui sortent sur l'utilisation de la radiofréquence pour le traitement des poches. Ça marcherait, je ne l'ai pas encore testé, mais ça marcherait pour diminuer l'épaisseur des poches graisseuses. C'est un traitement qui est sûr, hein, il y a peu de risques. Et il est efficace et surtout, il faut comprendre qu'il faut toujours l'associer. J'ai toujours tendance à comparer une séance d'esthétique à une séance chez le coiffeur. Quand on est jeune, on ne va pas souvent chez le coiffeur. Plus on vieillit, plus on va chez le coiffeur. Quand on veut prendre en charge l'esthétique de son visage, il faut faire des petits traitements, mais très régulièrement pour que ce soit qualitatif. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie. Tu renouvelles les séances une fois par an? Tu renouvelles à peu près une fois par an tes séances? En général, je fais une séance tous les 9 mois. Tous les 9 mois, d'accord. Ouais, merci. Tous les 9 mois, d'accord. Merci.